Bienvenue, chers Itata. Ce soir, nous parlons encore sans langue de bois. Ce soir, nous attaquons un sujet qui est un secteur clé de notre vie au quotidien. Nous, Martiniquais, nous parlerons des banques, nous parlerons de leur création, pourquoi elles existent et ce qu'elles font de notre argent aujourd'hui. Alors, elles sont... Pardonnez-moi, elles sont au cœur du rôle du rôle au quotidien de chaque Martiniquais. En effet, ce sont des acteurs clés de tout ce qui est financement local grâce aux banques qui ont permis à beaucoup de Martiniquais d'accéder à la propriété, de créer des entreprises, de moderniser ou de booster un peu cette économie locale. Mais ce dynamisme-là a connu ses limites, notamment avec l'affaire du Crédit Martiniquais que vous connaissez, que nous aborderons ce soir. Cette institution qui a, pendant des décennies, en Martinique, a été le pilier de notre vie économique et qui, avec cette faillite, avec cette chute, a démontré un petit peu les failles et les épreuves et les petites faiblesses du secteur bancaire. Alors, quel a été l'impact de cette chute sur notre économie? Aujourd'hui encore, quel est le rôle de la banque dans notre quotidien? Nous en parlons tout de suite avec nos trois invités que nous remercions d'être là, Monsieur Fonsa, Monsieur Marot-Desgrottes, et nous terminons en beauté avec vous, Maître Chantalou Nordé. Merci d'être là, tous les trois. Alors, je vais vous présenter succinctement ce soir. Je commencerai par vous, Monsieur Jean-Louis Fonsa. Vous êtes donc chroniqueur d'histoire, historien, et ce soir, vous êtes venu nous raconter un petit peu l'histoire du Crédit Martiniquais en quelques mots. Non, l'histoire des banques en Martinique. Des banques en général. Alors, c'est vous, Monsieur Marot-Desgrottes. Dans un instant, on y reviendra. Donc, vous parlez de l'histoire des banques. Alors, nous vous écoutons. Alors, effectivement, après 48, c'est ça la situation. 1848. Ah oui, 1848, j'ai l'habitude de 1848. Effectivement, il y a un nouvel modèle économique qui doit s'installer, puisqu'il n'y a plus d'esclavisés et les habitations deviennent des entreprises, entre guillemets, et il faut des moyens, soit pour les moderniser, soit pour payer les salaires. Jusqu'à ce jour, la vente du sucre était faite de manière par des commerciaux à Saint-Pierre. Les propriétaires s'endettaient pour les habitations. Et évidemment, les commerciaux de Saint-Pierre qui expédiaient le sucre en France, évidemment, c'est eux qui finançaient en partie les habitations. Alors évidemment, en 1848, la situation change. La situation change. En principe, les anciens esclavisés deviennent des salariés. Donc, il faut les payer régulièrement, premièrement. Et puis, deuxièmement aussi, ce qui est important, c'est que l'Europe a changé. C'est-à-dire, en Europe, il y a un nouveau modèle économique, c'est le libéralisme, surtout en France, qui arrive, même s'il y a eu un grand débat entre les partisans de l'agriculture, ce qu'on appelle les physiocrates, et du Quesnay, et les libéraux, peut-être que les frères Perret qui étaient... Ouais. Et donc, alors que dans les pays anglo-saxons, en Angleterre ou en Hollande, etc., ou en Allemagne, pour des raisons, philosophiques, le libéralisme avec Stuart était déjà très avancé. Mais la France, c'est toi. Et ne voit-il pas qu'après 1948, alors j'ai eu 3 ans de pouvoir constitutionnel, et en 1951, il y a un coup d'État. Napoléon III prend le pouvoir, et Napoléon III, si vous voulez, il est conseillé par ce qu'on appelle les frères Perret. Les frères Perret, ce sont des investisseurs en France qui sont de Lyon et qui, si vous voulez, qui leur conseillent dans le développement économique et financier de la France. Et dans les colonies, donc en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane et à La Réunion, et le problème se pose. Et tout de suite, qu'est-ce qu'on fait? On crée ce qu'on appelle la Banque coloniale de la Martinique. C'est la loi du 11 juillet 1851. Mais c'est l'autorité coloniale qui crée la banque. Alors, pourquoi elle crée la banque? Et comment elle crée la banque? Elle crée la banque pour 2 raisons. De première raison, il fallait trouver un financement de la nouvelle économie. Mais deuxième raison aussi, il fallait, comme ils disent eux-mêmes dans leur rapport, il ne fallait pas que les colons prennent l'argent des indemnités et qu'ils dépensent. Donc, on met en place un système bien précis. Chaque propriétaire d'esclaves, qu'elle soit colon ou martiniquais d'origine africaine ou indienne, quelle que soit pas indienne, je suis martiniquais, il touche une indemnité. L'indemnité est de 470 €, 70 francs. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, bon, on vous donne 27% en numéraire, mais le reste, ce sera une rente qui va servir pour créer cette banque. Et le crédit de la banque coloniale est créé à partir
des fonds, je répète, à partir des fonds des indemnités qu'on a remboursées aux propriétaires d'esclaves. Alors, ils ont mis une fourchette quand même. C'est à partir de 1000 francs qu'on prélevait la rente. Mais avant, non. Si vous touchez 1000 francs, vous avez 2 ou 3 esclavisés, donc vous ne pouvez pas. Mais à partir de 1000 francs, on crée un... Et cette somme a servi, si vous voulez, de base financière pour la création de cette banque coloniale. Avec, si vous voulez, il y a une grande méfiance du pouvoir colonial vis-à-vis des propriétaires martiniques. Et on voit ça très tôt lorsque le général Donzelot, l'amiral et gouverneur de la Martinique, il trouve une telle pagaille. Il veut mettre de l'ordre. Il dit, mais je suis même prêt à faire venir les agriculteurs de France parce que les colons en Martinique et tous ceux qui ont une activité économique se sont désordonnés, ne paient pas d'impôts, ils ne paient pas de rente. Donc, c'était un désordre. Donc, c'était très méfiant. Mais tout de suite, ils mettent ça en place avec un capital équivalent à 1/8 des 6 millions qu'on a débloqués pour la Martinique et la Guadeloupe pour rembourser les propriétaires d'esclaves. C'est ça, comme ça est née la banque. Et donc, la banque, c'est une banque, si vous voulez, avec des actionnaires, je dirais, involontaires ou obligés, d'accord, d'abord. Et c'est une banque, effectivement, qui a servi, alors le siège était à Saint-Pierre, évidemment, et c'est une banque qui a servi essentiellement au départ, à payer, en principe, les salaires des nouveaux ouvriers agricoles, premièrement. Et puis, deuxièmement, la banque aussi a servi aussi important aussi, ce qu'on appelle les engagistes. C'est-à-dire, pour faire venir des Indiens, il y avait des engagés, et cette banque a servi à mettre en place l'immigration indienne vers la Martinique. Cette banque, alors comment était payée par les engagistes? La banque mettait 150 francs, la colonie mettait 50 francs, ça faisait francs, et les engagistes mettaient 150 francs. Et environ 15 000 Indiens ont été payés, enfin les engagés ont été payés en Martinique grâce à cette banque. Alors, les Indiens, c'était pourquoi? Parce que les anciens esclavisés laissaient les plantations et ils s'installaient dans les mornes. On a vu ça très souvent. Et premièrement, et deuxièmement, les salaires étaient tellement bas que, bon, il fallait encore baisser les salaires. Alors, cette idée de faire venir des Indiens ne vient pas de la Martinique, il vient des îles anglophones. C'est tout à fait normal. L'Angleterre était pas colonie, était métropole des Indes, et il fait venir des Indiens au Suriname, à Trinidad, surtout, vous avez vu, une post-communauté. Donc, c'est ce modèle-là qu'on a mis en Martinique, et cette banque a servi, dès le départ, à financer l'immigration. Alors, 150 francs la banque, 100 francs la colonie, ça fait 350 francs, et évidemment, 150 francs l'engagiste, c'est-à-dire le propriétaire qui veut venir, l'Indien. Voilà comment a démarré cette première banque. C'est ça qu'elle a servi. Et puis ensuite, en 1853, je me trompe, 3 ans plus tard, c'est devenu le Crédit foncier colonial. Donc, ils se sont affiliés au Crédit foncier français. D'accord? Et cette deuxième banque qui était plus importante, où l'État mettait de l'argent, etc., était plus importante, a servi à 2 choses. À moderniser rapidement l'industrie sucrière, c'est-à-dire la création des usines centrales, on voit ça tout à l'heure, ça c'est très important, la création des usines centrales aussi, et aussi à financer aussi la colonie, c'est-à-dire voilà une banque aujourd'hui qui non servait à ce que même, la colonie empruntait pour les rares travaux d'investissement, donc c'est ça, cette deuxième banque, c'est le Crédit foncier colonial. Donc, si vous voulez, entre 1851 et 1919, parce que la banque est fermée en 1920, ça fait la banque coloniale fermée en 1919. Il y a eu 2 banques qui ont été créées, une banque martiniquaise, le Crédit colonial, et ensuite le Crédit foncier colonial, et qui ont servi, si vous voulez, à organiser la nouvelle économie sucrière de la Martinique, les grandes centrales. Jusqu'en 1949, je crois, que cette banque a servi évidemment de production de monnaie, si on avait un argent particulier, ça a servi. Donc voilà, en gros, résumé, cette histoire de la création des 2 banques en Martinique, qui sont la base, effectivement, du financement des sociétés, du financement. Alors, pour donner des exemples, les 2 premières entreprises centrales ont créé, c'est au François, c'est M. Stache qui commence en Saint-Pierre, Eugène et M. Bougineau, qui ont créé ça au François. Et puis la deuxième usine centrale qu'ils ont financée, c'est au Lamentin, chez Aubéry,
et puis qu'ils ont financé. Voilà les deux premières usines qui ont profité des investissements de ces banques. De ces premières banques. Formidable. Vous êtes un puits de savoir. Merci. Succinctement, en plus, très bien expliqué. Je me tourne tout de suite vers vous, Monsieur Marot-Desgrottes. Que vient faire justement, comment est-ce que le Crédit martiniquais a pris naissance suite à ce qu'a dit Monsieur Fonsat? Il faut, effectivement, l'idée du Crédit martiniquais est venue de la présence de cette banque, le Crédit foncier colonial. Je vais simplement rappeler brièvement que c'est Louis-Napoléon Bonaparte qui a été à l'origine de la création des deux premières banques. La première, il était président de la République en 1851, donc il avait été élu. Et cette banque est une banque d'État puisque le capital de 3 millions a été prélevé de 1/8 sur les rentes. Bon. La deuxième, elle est du 24 octobre 1860. Il est à ce moment-là, après un coup d'État, empereur des Français. Mais c'est lui qui a l'idée, et il est poussé par des gens. La deuxième est une banque privée. Les actionnaires, on retrouve les frères Pereire, dont Jean-Louis a parlé, on retrouve le baron du Larentie, on retrouve Eugène Eustache, on retrouve Jean-François Caille, qui est l'industriel du nord de la France. Mais cette banque est une banque privée, elle ne fonctionne pas comme la première. La première, sa première mission, c'est d'émettre de la monnaie parce qu'il faut payer. Et moi, ce qui m'a toujours un peu interrogé, c'est dire, oui, mais quand on a aboli le 22 mai 1848, la banque, elle est créée en 1851, comment on a fait puisqu'il n'y avait pas de monnaie? Et donc, il a fallu trouver des systèmes pour fonctionner. Mais dans le même temps, on a vu que 1849, 1850, 1851, la production de sucre a chuté de moitié. Et donc, l'État français qui est, on va le dire comme ça, entre guillemets, colonialiste par nature, dit « mais moi, je ne peux pas me passer de cette production, il faut absolument que ça fonctionne ». Donc, on crée cette banque qui a le privilège de l'émission, c'est elle qui avait le privilège, elle émettait les billets. Moi, j'ai des collections de billets qui sont signés du directeur, du directeur de l'époque, d'un censeur. Le censeur, c'est un rôle extrêmement honorifique. Monsieur, celui qui avait la distillerie dans le sud, là, chez toi. À Moni. Oui, la Moni. Monsieur Théodore Belloni, il a été censeur. Puis il y avait un caissier. Voilà. Donc c'était des personnages, ils signaient les billets de banque. Voilà. Et puis, il finançait aussi ce qu'on appelle l'interrécolte dans l'agriculture, c'est-à-dire quand j'ai fini les travaux de récolte de la canne en mai, en juin, il faut faire des travaux pour la récolte suivante et il faut bien financer puisque la récolte suivante, elle commencera en 8 ou 10 mois après. Et voilà. Et puis la deuxième banque est arrivée en 1860. À ce moment-là, c'était pour changer complètement le système économique du sucre. Et on a remplacé à peu près 500 sucreries qui existaient en 1848, à la veille de 1848. On appelait des sucrotes. Des sucrotes qui faisaient 30 000 tonnes de sucre. Il faut bien se rendre compte que c'est des usines qui font en moyenne 60 tonnes par récolte. Par récolte, pas plus. C'est-à-dire que des fois 1 tonne par semaine pour les petites, un peu plus. Vous vous rendez compte? L'usine du Galion, qui est là aujourd'hui, elle a fait 3 000 tonnes de sucre à un moment. Donc, les 500 sucreries font 30 000 tonnes et on a remplacé en 20 ans, de 1860 pratiquement à 1880, 500 sucreries par 20 usines qui fonctionnent à la vapeur. Et la vapeur, moi, ce qui m'intéresse, je dis, mais ça sert à quoi la vapeur finalement? La vapeur, ça permet 3 choses. La première, c'est de faire tourner des moulins beaucoup plus importants. Donc, on pourra broyer des quantités de matières premières très importantes. La deuxième, c'est l'installation d'un chemin de fer pour aller chercher la canne assez loin et l'amener immédiatement à l'usine, alors qu'on marchait avec des mulets et des cabourets. C'était pas possible, mais tout ça était autour de la sucrote. Et puis la troisième, c'est qui est inconnu du grand public, c'est que on n'allait plus cuire le jus de la canne dans des chaudières qui aujourd'hui servent de décoration dans les hôtels ou dans les jardins, mais on allait cuire le sucre dans des cuves fermées en introduisant la vapeur à 130 degrés dans la cuve et on avait une maîtrise de la cuisson beaucoup plus complète. Beaucoup plus complète. Et le sucre qui sortait
dans ce système de fabrication, était un sucre quasiment raffiné qui valait beaucoup plus que le sucre brut que la sucrose produisait. La Martinique, et la Guadeloupe d'ailleurs, avaient interdiction de raffiner le sucre ici. Le sucre était raffiné sur la façade maritime. Comme avait dit un historien, si on avait pu leur envoyer la canne, ils l'auraient prise, quoi. Tellement ils voulaient que nous produisions une matière première la plus brute possible et que tout le reste qui donnait de la valeur au sucre était fait ailleurs. Voilà. Mais c'est ça. Et alors, cette usine qui a fonctionné, la deuxième, le Crédit foncier colonial, en 1884, on connaît une grave crise sucrière qui a duré pratiquement jusqu'en 1905. C'est dû à de la surproduction mondiale. Et donc, comme elle prêtait avec des sucres qui étaient gagés, ben, si le bateau à voile n'était pas arrivé dans les délais, la banque à Paris, loin de tout, s'affolait. Et elle a mis, dans la décennie 84-1905, à peu près 7 usines à sucre et des quantités d'exploitation agricole en faillite. Ils ont été saisis. Ils ont été saisis. Et les industriels des îles ont gardé un souvenir très amer de cette expérience en disant cette banque qui est très loin, on n'avait pas Internet, on ne communiquait pas comme ça, cette banque qui est très loin de nos réalités. Et après la guerre, puisque la guerre avait tout bouleversé, cette idée a prospéré dans l'esprit des industriels, c'était essentiellement des sucriers. Des usiniers. Des usiniers. D'ailleurs, le MEDEF de l'époque, c'était le syndicat des usines. Hein. C'était eux qui étaient 80% de... Et donc, ils ont dit, il faut absolument que nous ayons une banque locale, le Crédit guadeloupéen pareil, de façon à domicilier des pouvoirs bancaires le plus près possible des réalités économiques. C'est ça qui s'est passé. Et la banque Crédit martiniquais, elle est née en 1922, en février 1922. Il n'y avait pas de contrainte à créer une banque comme aujourd'hui. On ne crée pas une banque comme ça. Hein. C'est totalement encadré. C'est encadré par, ça ne s'appelle plus la commission bancaire, mais qui dépend de la direction du Trésor. Mais ça s'appelle comité où on a regroupé le contrôle des assurances, des banques, etc. Et donc, la banque se crée. Moi, j'ai l'article du journal de février 1922 qui dit le Crédit martiniquais est créé. Il y a 5 personnes. Venez mettre vos avoirs là, vos placements, vos avoirs, de façon à faire fonctionner. Et puis, très rapidement, ça m'a été raconté par un vieux client qui est décédé aujourd'hui. Il m'a dit, le gouverneur a voulu la faire fermer. Et donc, il a voulu créer une crise de liquidité en disant aux déposants, allez tirer vos avoirs. Et les premiers qu'il a envoyés, parce qu'il avait autorité sur eux, c'était les gendarmes. Et les gendarmes sont venus, et puis alors, la petite banque, elle est à rue de la Liberté à Fort-de-France, ils sont une dizaine. Donc le directeur, M. Alizard, Gustave Alizard, qui est un ancien directeur de la Banque de Martinique, qui est un banquier de profession, se rend compte qu'il y a un problème. Et donc, il a trouvé les parades pour faire passer cette crise. Mais alors, j'ai retrouvé dans un écrit d'un directeur de la banque, du Crédit martiniquais, qui s'appelait André Garcin à l'époque. Il a écrit un mémo que j'ai pu consulter en 1961, et il date exactement, il parle de cet événement, il le date entre 1938 et 1939. Comme il ne met pas trop de dates dans ses écrits, mais que ça se passe après le grand cyclone qui a dévasté la Guadeloupe en 1938, je me dis c'est 38 ou 39. Et il raconte exactement cette histoire, et c'est assez révélateur, parce qu'il dit, ce gouverneur qui n'aimait pas que les industriels locaux prennent autant de pouvoir, que ça allait le gêner. Et il dit, il faut absolument l'arrêter, cette banque. Donc, il n'a pas réussi. Il y a eu plein de scénarios, ce sera un peu long de raconter tout ça. Mais la naissance du Crédit martiniquais, c'est ce qu'on peut retenir, c'est né de l'éloignement de nos régions des pôles de décision. Les décisions étaient prises trop loin.
Et donc, on a voulu domicilier les pouvoirs le plus près possible des besoins de... Je peux donner deux exemples. Alors, garde s'il vous plaît. Gardez vos exemples, Monsieur Jean-Louis Fonsa, dans un instant. On va se tourner, qui n'a pas encore eu l'occasion d'être présenté, Maître Chantal Hounordé, que nous connaissons évidemment ici sur Zitata. Vous entendez, vous êtes, je le rappelle, vous êtes avocate au barreau de Martinique et vous avez votre cabinet depuis 15 ans déjà. Voilà, et vous exercez depuis 18 ans. Exact. C'est ça. Donc, vous entendez Monsieur Fonsa, notre historien, et Monsieur Marot-Desgrottes ici faire toute l'histoire un peu des banques. Qu'est-ce que cela vous inspire un peu quand même de fierté locale, de ce détachement de tout ce qui est structure hexagonale ou française? Qu'est-ce que ça vous inspire? Alors, je concède volontiers avoir beaucoup appris, parce que vous l'avez rappelé, je suis avocate, mais je ne suis pas historienne. Et c'est vrai qu'entre les réalités pratiques de la banque qu'on connaît tous les jours et l'histoire de sa création, il y a un monde. Et donc, c'est tout à fait intéressant de refaire cette histoire. Et c'est assez révolutionnaire, j'ai envie de dire, parce que ce que j'ai pu entendre de la manière dont la première banque finalement a été créée m'interpelle beaucoup finalement et me laisse dire, c'est mon interprétation, je l'assume complètement, que finalement ce sont les colonisés qui sont à l'origine des premières banques, puisque j'entends bien que les indemnités qui ont été servies pour compenser le préjudice. Alors, la juriste que je suis dira que, par définition, l'indemnité a vocation à réparer un préjudice, donc la question de savoir qui subit le préjudice. Et essentiellement, il me semble que ce sont les anciens colonisés dont l'abolition a été acquise le 22 mai qui ont subi le préjudice fondamental. Certes, l'indemnisation a été utilisée différemment, mais si cette part d'indemnisation qui, en réalité, correspond et aurait dû correspondre à la réparation de ce préjudice subi par ces anciens colonisés, si cette part de cette indemnisation a permis la création des banques, j'ai envie de dire que ce sont les anciens colonisés qui sont à l'origine du premier système bancaire antillais. Vous avez raison dans la mesure où, contrairement à ce que l'on pense, 75% des indemnités ont servi à créer la banque. C'était ça. Et quel que soit celui qui a touché, à partir de 1000 francs, évidemment, quand on touchait moins de 1000 francs, on participait. Mais c'est ça. C'est-à-dire a servi à créer la banque pour permettre effectivement les salaires, etc. Ça, c'est une première chose. Mais deuxième chose, le Crédit foncier colonial, ils avaient deux pouvoirs. C'est une banque créée par Napoléon III. Et en France, c'est-à-dire, il y avait un conseil de surveillance en France. Et l'ensemble des domaines d'emprunt étaient validés par la maison mère en France, qui donnait un avis. Alors, je suppose que l'avis de la maison mère, c'est évidemment était supérieur à l'avis autochtone. Bon, vous voyez, ça c'est important. Et puis, deuxièmement important aussi, comme il a souligné, c'est que l'économie de plantation était financiarisée en grande partie. La financiarisation de l'économie suicidaire a entraîné cette fameuse crise qu'on a connue, mais aussi a entraîné en Martinique la chute et la disparition de la petite habitation. Parce qu'ils étaient tellement endettés, ils ont été saisis. Il y a ce qu'on appelle en géographie un remembrement des terres autour des usines centrales. Donc on voit, par exemple, je prends l'exemple, l'usine du Marin avait 300 hectares, en 1947, elle avait 3000 hectares. Le Larentie, j'ai retrouvé le Larentie, il y avait des habitations de 670 hectares. Tu vois, donc il y a eu un remembrement, une concentration dans la main des usiniers, parce que c'était les usiniers, autour des usiniers qui étaient propriétaires. Alors ça servait à ça. Il y a eu un livre très intéressant, ce chemin du Potet, chemin de fer à deux voies en Martinique. Le chemin du Potet, c'est un gouverneur, et il raconte, si vous voulez, en grande partie cette industrialisation, et les chemins de fer qu'ils ont mis en place autour des usines pour faire entrer la canne, etc., parce que ce n'était pas possible. Donc si vous voulez, ces banques ont servi à mettre en place, si vous voulez, la grande plantation en Martinique, et les usines centrales. Alors, quand on regarde les chiffres, quand on regarde le nombre de personnes, 90% de ceux qui ont bénéficié d'indemnités ont disparu. Seuls ceux qui ont pu se restructurer, ou qui étaient propriétaires d'usines centrales, ou des actions autour des usines centrales, ont été maintenus. Et c'est ça qu'il faut qu'on comprenne en Martinique. C'est très important. L'économie, la grande plantation des usines s'appelle les usiniers, les banques, parce qu'on a tous les rapports, les emprunts, etc., etc. Les banques, si vous voulez, c'est l'introduction du capitalisme, ça s'appelle du capitalisme, dans une économie coloniale.
Et comment se capitalise, qui a une forme très particulière chez nous, qu'on trouve de toute l'Amérique centrale, hein, autour des grandes plantations, a mis la main sur, effectivement, cette économie. Et comme José Legault dit, effectivement, il y avait des contradictions toujours entre la colonie, évidemment, et la Martinique, la Guadeloupe. C'est très important. Il y a des contradictions fondamentales. Parce que, évidemment, les actionnaires, c'est aussi, il y avait des Français actionnaires de ces banques. Et les Martiniquais, qui étaient actionnaires en Martinique, ont très bien compris qu'il fallait créer une banque pour sortir de ces giron-là, pour assumer, évidemment, la pérennité des exploitations telles qu'elles soient, entreprises, etc., etc. Donc, c'était ça. Alors, la catastrophe de Saint-Pierre, qui a entraîné, évidemment, une disparition extraordinaire. Je veux dire un mot là-dessus, sur cette disparition, parce que le 8 mai 1902, tout est rasé. Or, tout le système sucrier de l'époque était financé par la Banque de la Martinique. On donnait la production de sucre qui avait été faite, elle était gagée, et ils donnaient les espèces pour que eux, ils puissent payer leurs salariés, qu'ils puissent payer les planteurs qui avaient livré des cannes, qui eux-mêmes, à leur tour, payaient leurs salariés. Puis le 8 mai, tout s'arrête. Tout s'arrête, la banque, elle est détruite. Le gouverneur Moutet, il est mort à Saint-Pierre. C'est le secrétaire du gouverneur, monsieur... Pas Husson. Non, pas Husson. Son nom va me revenir. Ouais. Qui fait office de gouverneur. Et donc, très rapidement, et ça met en évidence ce que moi j'appelle la résilience de l'économie qui est instantanée. Parce qu'il faut manger, il faut être nourri, il faut reconstruire. Il faut refaire. Et l'UR, le secrétaire, et tous les bassins canniers de la Martinique n'ont pas été détruits. Seul Saint-Pierre a été détruit, mais Basse-Pointe, Lorrain, jusqu'à Sainte-Anne, les bassins canniers sont intacts, et ils vont voir l'UR et disent « Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait le 15 ? Il faut que je paye. » Mais l'UR dit « La banque, elle est détruite. Mais prenez l'argent, vous avez pris les coffres. » Mais je ne sais pas qui est l'argent, mais l'argent, il est aux gens qui sont morts. Prenez l'argent pour payer. Est-ce que c'est vrai, il y a eu 30 millions dans les coffres? Je ne sais pas combien il y avait, ça me paraît fort. Ouais. Mais j'ai demandé à plusieurs historiens, c'est un écrit que j'ai d'un métro qui faisait de la canne à Saint-Joseph. C'est lui qui raconte tout ça dans ses mémoires. Et il dit, on lui dit, mais prenez l'argent. Il dit, mais il y a 28 000 morts, monsieur, mais il y a 70 000 personnes à payer. Et qu'est-ce qu'on fait? Voilà, et donc la banque, et dans les écrits de monsieur Garcin, il raconte tout le travail qu'a fait Alizard en 1902 pour reconstituer le bilan de la Banque de Martinique. C'était qui qui avait de l'argent et qui devait de l'argent. Donc, il a reconstitué comme ça, avec des témoignages. Vous vous rendez compte, il n'y avait pas de papier. Et il faisait valider les témoignages par un juge. Enfin, on a passé une époque absolument incroyable. Et il a reconstitué le bilan de la Banque de Martinique en disant, voilà les actifs qu'elle avait, on doit de l'argent à des gens, et voilà les passifs qu'elle avait, parce qu'on avait prêté de l'argent. On nous avait prêté de l'argent. Et moi, je les avais prêtés. Mais c'est un épisode absolument extraordinaire. Pour avancer un peu, messieurs, madame, dans le débat, justement, qui nous concerne aujourd'hui, on tente de savoir comment est-ce que l'économie d'aujourd'hui est ce qu'elle est. On va revenir au Crédit martiniquais, si vous le permettez. Vous êtes, vous, monsieur Marot-Desgrottes, l'ex-commissaire aux comptes de ce Crédit martiniquais, de cette banque. J'ai été commissaire aux comptes pendant à peu près 11 ans. 11 ans, de 88 à 99. Alors, quel a été le rôle du Crédit martiniquais? Vous nous avez un peu expliqué comment le Crédit martiniquais a vu le jour. Mais... Oui, bien sûr. C'est la première banque locale, il n'y en avait pas d'autres. Il y avait le Crédit foncier colonial qui était à Paris, puis il y avait le Crédit martiniquais. Voilà. Et donc, quels étaient les avantages spécifiques à ce Crédit martiniquais? La proximité de la décision. D'accord. La proximité de la décision. Il faut savoir qu'en 1922, l'industrie sucrière sortait de la Première Guerre mondiale, où, bien sûr, le sucre n'avait pas été vendu, mais ils avaient fabriqué du rhum en quantité énorme, à des prix. Et donc, ces usines-là, ce qui avait eu comme conséquence cette réforme aussi qui est très importante, ce bouleversement économique,
qui a concentré le pouvoir économique sur 20 usines centrales. Quand on avait 500 sucreries, des petites sucreries, on avait une diffusion du fait entrepreneurial. Moi, c'est ce que j'appelle le fait entrepreneurial. Il y avait une diffusion du fait entrepreneurial et on l'a concentré dans les mains de 20 usines qui avaient une puissance beaucoup plus importante que les Combien de sucreries. distilleries? Comment? Combien de distilleries? 100? Il y avait, alors moi j'ai une carte de 1939 où il y a 180 distilleries. Il y a 180 distilleries. Alors ce qui est assez amusant, c'est que j'ai compté, parce qu'on ne fait pas ce genre de décompte pour savoir, mais finalement il y en avait combien qui appartenaient à des colons béquets, combien appartenaient à des gens qui n'étaient pas des béquets, soit des noirs, soit des mulâtres, etc. C'est à peu près moitié-moitié. Ouais. Ça veut dire que, moi, je ne prends pas ça pour des volumes ou pour de la compétence ou de l'incompétence, je prends ça pour dire le fait entrepreneurial était beaucoup plus diffus à cette époque-là qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, bon, on a encore à nouveau... Comprendre ça, les intéressant, distilleries ça. sont nées du fait que pendant la Première Guerre mondiale, la France avait besoin de l'alcool pour la fabrication de munitions et pour les tranchées. Donc, j'ai retrouvé, je reviens pilote, j'ai retrouvé à pilote 6 distilleries. 6 distilleries et de gens connus. Au Prichard, 2 distilleries dans le coin perdu, le bout du monde, 2 distilleries. Confiant, compte ça bien, Raphaël Confiant, puisque son père avait été distillateur. Le père du docteur Yoyo était distillateur. Pour te dire un petit peu les gens. Le Lorrain était la commune qui avait le plus de distilleries à la Martinique. Tu vois, te dire. Donc, c'était quoi? On achetait la colonne, etc. On s'installait, et puis bon, on faisait l'alcool. Mais après la guerre, il y a eu ce qu'on appelle le contingentement. C'est-à-dire, après la guerre... 1919. Il y avait surproduction de rhum puisque la guerre est terminée, contingentement. Et évidemment, beaucoup de distillateurs, les petits distillateurs, évidemment, font faillite rapidement. Donc, tu vois, premièrement. Deuxièmement, il faut savoir aussi qu'il fallait créer la nouvelle capitale, Fort-de-France. Victor Sévère s'est battu pour que Fort-de-France devienne la capitale, la capitale économique. Parce qu'il pensait au Marais, il pensait au Robert, il pensait à Trinité. Et il s'est battu pour ça, Victor Sévère. Donc, si vous voulez, il y a une modification de l'espace économique en Martinique très importante après la guerre et la disparition de ces distilleries au fur et à mesure, puisqu'on en retrouve maintenant, bon, etc. Et qui a permis, et effectivement, il a fallu reconstituer après Saint-Pierre, parce que Saint-Pierre, il y avait avocat, notaire, commerce, c'est-à-dire le écrivain, journaux, tout. Il faut voir ça. Saint-Pierre, c'était. Administratif. Mais oui, c'était la capitale économique, intellectuelle, culturelle de la Martinique. Et ça a disparu, il fallait tout reconstituer à Fort-de-France. Évidemment, pas avec les mêmes personnes. La frange intellectuelle libérale, je dirais, des colons a disparu à Saint-Pierre. On se retrouve avec des colons ruraux, enfin, qui étaient gérés d'habitation, qui n'avaient pas la même vision. Exact. Et on a vu aussi apparaître aussi, évidemment, une nouvelle couche de la population, puisque Fort-de-France, il y a le document de Loïc Ayoc sur les hommes de couleur libres à Fort-de-France. Fort-de-France, effectivement, il y avait une catégorie d'hommes de couleur libres très entreprenants, d'accord, et qui a pris le pouvoir. Et Victor Sévère, l'ancien maire, c'est le prototype même de cette classe qui prend le pouvoir politique, le pouvoir économique, etc., et qui tente de relancer l'économie martiniquaise. Et le Crédit martiniquais vient dans cette lignée et de banques d'investissement. Alors, et le Crédit martiniquais venant dans cette lignée, donc 1922, vous disiez, M. Marot, 1992, la faillite. Mais alors, 1999, il est débaptisé pour devenir la financière du Forum. D'accord. On change le nom, puisque la BRED récupère le nom, donc on change le nom de l'ancienne banque, et elle est mise en liquidation. Un cabinet à Paris qui s'appelle Fides. Et en 1999, tous les comptes qui étaient ce qu'on appelait la bonne banque est cédé à la BRED. La BRED a fait la meilleure affaire de sa vie dans ça. Alors avant, justement, c'est évident. Juste une question, Monsieur Marot-Desgrottes, quelles, selon vous, je ne sais pas si vous y alliez, si vous y arriviez, mais les causes véritablement de cet échec, de cette faillite, de cette chute, de la seule institution qui regroupait les fonds martiniquais, d'après vous? Alors, d'abord, il faut savoir que les autorités bancaires avaient comme principe, depuis plusieurs années, de faire fermer les petites banques régionales et de les adosser progressivement à des grands réseaux.
Parce qu'elle préfère contrôler 8 ou 10 grands réseaux avec des gens qui viennent de l'ENA, de l'inspection des finances, etc., plutôt que 400 ou 500 petites banques. Donc, le cas du Crédit martiniquais n'était pas un cas isolé dans l'environnement bancaire de la France. Mais en 1990-92, elle est pratiquement une des dernières banques régionales non encore adossées. Et pour cause, personne ne veut vraiment venir investir dans des territoires aussi compliqués pour eux et aussi éloignés. Il y en a d'autres, hein, mais le Crédit martiniquais est une des dernières. Donc, les autorités bancaires veulent que le Crédit martiniquais ferme et soit adossé. Ça, c'est le point numéro 1. Donc, de toutes les façons, ils allaient la faire disparaître. Les deuxièmes raisons sont des raisons qui sont propres à la Martinique, parce qu'au moment où ça se passe, dans la décennie 90-96, quand la dernière inspection de la commission bancaire se fait, avec M. Bernard, en juillet 96, je l'ai rencontré le 22 juillet 96, M. Bernard. Je me souviens de la date, puisque c'est l'anniversaire de mon père. Je n'ai pas une grande mérite à le retenir. Et j'ai compris qu'il était venu la fermer. Il était venu la fermer. J'ai regardé les écrits que l'ancien directeur du Crédit Agricole, M. Maurice Laouché, a écrit. Il a dit, si les autorités monétaires veulent fermer une banque, c'est très facile pour elles. Il suffit d'augmenter le pourcentage des provisions qu'il faut passer sur les clients qui présentent un risque. Et donc, moi, c'est ce qu'il me dit. Il me dit, donc quand je sors de là, je vais voir le président, je lui dis, mais on avait eu un contrôle en 92, 93, avec M. Loyer, qui s'était très bien passé, et celui-là, il débute avec une orientation complètement différente. Donc, il faut leur expliquer qu'il y a eu deux rapports, deux contrôles. Oui. J'ai un contrôle positif, qui dit que la banque est valable, elle est fiable, etc. Et 3 ans plus tard, j'ai un autre contrôle négatif qui dit qu'il faut fermer. Alors, le premier contrôle est fait par M. Loyer parce que les banques sont soumises à des réglementations, notamment ce qu'on appelle, je ne sais plus si on l'appelle toujours comme ça, le ratio Cook. Le ratio Cook, du nom du président de la Banque d'Angleterre qui a inventé ce ratio, qui est venu après la crise de 1929, en disant il faut... Parce que les banques aux États-Unis avaient fermé à l'appel, et il y avait des épargnants qui avaient été ruinés. Et donc, ils ont dit, il faut quand même une certaine sécurité. Donc, ils disent, il faut que vous ayez en capital à peu près 6% de vos engagements. Alors, les engagements, ceux que vous avez prêtés, avec des coefficients, si l'engagement est à risque, sans risque, etc. Ça, c'est de la technique de banquier. Et puis, ce pourcentage, il évoluait, c'est-à-dire il passait de 4 à 6 à 8. Et quand le loyer est venu, on venait de passer le ratio à 8 et la banque était à 6,5. Et le loyer a dit, mais il faut absolument que vous montiez à 8. Je vous donne 2 ans pour monter à 8. Et donc, ils ont mis en place des systèmes un peu compliqués, on ne va pas rentrer. On a fait de la titrisation, c'est des techniques bancaires pour vendre des actifs sains. Et puis, 2 ans après, il est venu en 91-93, il a dit, bon, très bien, vous êtes à 8, c'est bien, en 93 ou en 94. Et puis en 96, débarque M. Bernard. Et là, le ton est complètement différent. Et tout ce qui était bien avant n'est pas bien maintenant. Et puis dans le rapport, quand le rapport sort, je dis, oh là là, dans ce rapport, on sent que ce rapport, il est un rapport qui est fait pour être, pour être donné à la presse. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est fait. Il est sorti dans Libération. Et hop, on a ciblé. Pourquoi? Parce que dans le rapport de la commission bancaire, il cible les groupes béquets comme étant les propriétaires, les clients, enfin, etc. Or, moi, comme j'ai dit déjà, j'ai dit ça au tribunal, j'ai été appelé à témoigner. J'ai dit, mais j'ai jamais connu ça. Moi, il y a 54 ans que je travaille, j'ai jamais rencontré ça, ni dans un contrôle fiscal, ni de la douane, ni de la sécurité sociale, qu'on parle d'une entreprise en parlant de l'origine ethnique de ses dirigeants. Enfin, je dis, mais c'est un scandale, cette histoire. Non seulement ça, c'est qu'en plus, dans ce rapport, il y a
plein d'erreurs, mais qui sont manifestes. Et je me dis, ces erreurs-là, quand je les lis, c'est des erreurs à scandale dans une presse à scandale. Et ça n'a pas loupé. On dit, il y a un prêt à taux zéro. Mais il n'y a aucun prêt à taux zéro. Qui a dit qu'il y a un prêt à taux zéro? Or, le monsieur Bernard qui fait le rapport, il a un chef au-dessus de lui qui s'appelle Jean-Louis Faure, qui est le secrétaire général de la commission bancaire. Jean-Louis Faure, il doit regarder ce qui a été écrit et il doit vérifier si c'est juste. Or, Jean-Louis Faure laisse le rapport écrit avec ses consonances ethniques, ce qui est quand même assez scandaleux de la part d'une autorité de l'État. Et deuxièmement, sur les points, il y avait 3 points. J'étais entendu par le juge d'instruction sur ces points. Et on a démontré au juge d'instruction que tout ça était faux. Et le prêt à taux zéro, Jean-Louis Faure ne le vérifie pas. Il suffisait qu'il demande les documents, les contrats. C'était un prêt sur 9 ans avec 2 ans de différé, avec un taux d'intérêt, enfin, etc. Et Jean-Louis Faure se sert de ce prêt à taux zéro pour faire une révélation au parquet, selon l'article 40 du Code pénal, en disant « il y a un prêt à taux zéro, monsieur le juge ». Et donc, le juge, il ouvre une instruction, le procureur. Le bénéficiaire du prêt à taux zéro, il est entendu par le SRPJ qui ferme le dossier tout de suite. Moi, je suis appelé à témoigner au tribunal correctionnel. Donc, quand vous allez, vous êtes témoin, vous devez rentrer quand vous êtes appelé. Vous ne pouvez pas écouter les premiers témoins. Et quand je rentre, le procureur, Xavier Hubert, me dit « Vous pouvez vous exprimer, monsieur ». Et je lui dis « Monsieur le procureur, je suis assez surpris de ne pas voir sur le banc des accusés le bénéficiaire du prêt à taux zéro ». Il me dit « C'est pas le sujet ». Je dis « Mais c'est exactement le sujet, monsieur. C'est exactement le sujet. Cette information erronée figurant dans un rapport sans vérification, c'est elle qui a déclenché tout ce que le monde a pu se dire en disant « Ah ben, s'il n'y a un prêt à taux zéro, il doit y en plusieurs, il doit y en... » Voilà. Et donc, ce n'est pas vrai. Mais vous n'avez fait aucun démenti de ça. Or, tout le scandale est parti de ça, de ce prêt à taux zéro. C'est ça. Et c'est un vrai scandale. Et moi, j'ai le dossier du prêt. Je dis, et M. Desnardes, qui était l'administrateur de la commission bancaire nommée, il m'a dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il n'y a aucun prêt à taux zéro. J'ai vérifié. Il n'y a pas de prêt à taux zéro. Et donc, il y a d'autres choses qui sont plus techniques, qu'on a démontrées devant le juge, où la commission bancaire qualifiait une action qui avait déjà été vue par la commission bancaire, qui l'avait tranchée dans le sens positif que le Crédit martiniquais avait pris, et en disant « avis sera donné au contrôleur de tenir compte ». Et j'ai dit « pourquoi le contrôleur n'a pas tenu compte des propres consignes de sa hiérarchie ?» Enfin, vous voyez, et donc, ces points-là, je me dis, ce sont des points faits pour être divulgués. Voilà. Alors, pourquoi est-ce qu'il a été en difficulté? Moi, j'ai expliqué à la Cour, notamment à la Cour d'appel, que dans la période 90-95, il y avait 4 crises économiques qui étaient le soubassement de l'activité de la banque. La première, c'était une bulle immobilière à Paris. Elle a explosé parce que les prix étaient montés. On a peu de temps. Les prix ont chuté et ils sont repartis en 98. Et les banquiers disaient, il suffit de mettre le crédit au chaud et on va le récupérer dans 3-4 ans. La deuxième, c'est les droits de défiscalisation qui avaient changé. La troisième, c'est le père de M. Capgras qui était là, qui est arrivé dans un conseil régional en faillite. Et il n'a pas fait d'investissement. Et donc, il a remboursé les dettes. Il a rendu un conseil régional clean. La quatrième, on l'a vu, ben, il y a eu des grèves dans les banques. On se rappelle des grèves des banques et tout. Et tout ça a pesé sur Et quelle a été la conséquence pour les clients, courtement, s'il vous plaît, pour les clients qui avaient tout leur argent, misé leur économie Alors, non, il y a 2 types de clients dans une banque. Il y a ceux qui déposent de l'argent. Je parle de ceux-là. Je parle de ceux-là. Il y a une garantie de Jean Arthuis disant la banque, l'État a donné sa garantie aux déposants. Les déposants n'avaient aucun risque. Ils n'ont rien perdu. Très bien. Puis il restait les emprunteurs. Les emprunteurs qui étaient bons sont partis à la brède. Les emprunteurs qui étaient mauvais
sont partis dans un fonds de défaisance, de le plus opaque possible, parce qu'on ne sait pas ce qu'il a fait comme profit de cette défaisance. Alors, à l'écoute de ce que vous avez dit, on confirme que cette banque locale a participé aux projets locaux et au développement économique de l'île. Ça vous inspire quoi, courtement, Madame Chantal Honoré? Le parallèle existe-t-il? Parce que la question est l'économie coloniale depuis 1853, nous sommes aujourd'hui en 2025. Est-ce que ce modèle justement de proximité, comment on le retrouve aujourd'hui et quel est le pendant s'il faut actualiser sur le système actuel? Donc c'est ça, donc être proche et participer au développement de l'économique, c'est le soutien, donc tenant compte de spécificités, puisqu'il était question de dire que sur l'Hexagone, on n'avait aucune idée des réalités et beaucoup ont été placés en faillite parce qu'on ne savait pas comment ça se passait ici. Donc si je crois qu'on doit entendre participer au développement d'une économie en comprenant donc cette économie avec ses spécificités. Et est-ce qu'aujourd'hui on retrouve ces maîtres mots consistant à être aux côtés donc des personnes telles qu'elles sont, avec leurs difficultés propres à cette insularité? C'est ça. Est-ce qu'on peut dire que ça existe encore? Voilà. Est-ce que ce modèle perdure? Et c'est d'ailleurs une question que nous a posée notre téléspectateur, en tout cas très proche, cette question. Nous l'écoutons tout de suite avec la Tribune Digitale. À tout de suite. Alors, quand on parle d'argent, on parle de sous. Évidemment, ce sont des sujets qui fâchent. La question du téléspectateur est celle-ci. Les Martiniquais payent 10% plus cher leurs services bancaires, les produits que vendent les banques, que les habitants de France. Comment, messieurs, pouvez-vous expliquer ces écarts? Silence sur... Ah oui, non, mais moi, vous n'êtes pas banquier. Moi, je l'ai subi. Voilà. Je l'ai subi, tout le monde l'a subi. Voilà. Alors, on devait avoir un banquier sur notre plateau aujourd'hui, malheureusement, qui n'a pas pu être là. On l'a subi, c'est plus cher. C'est une réalité, c'est plus cher. Mais il faut savoir, et on l'a vu avec la crise du deuxième semestre 2024, il y a deux conditions premières pour qu'une économie fonctionne. Et tout le monde oublie ça. C'est qu'il faut des banques et il faut des assurances. Si on n'a pas de banque, si on n'a pas d'assurance, je ne sais pas ce que l'économie... Il n'y a aucune assurance en Haïti. Le GFA Caraïbes, dont j'ai été le commissaire aux comptes pendant presque 30 ans, avait une antenne en Haïti et sortait. Et il m'a dit, il n'y a pas d'assurance en Haïti. Et ici, je dis, attention, si on n'a pas de banque... Donc, moi, je préfère avoir une banque, même si elle est plus chère, que pas de banque, parce que je ne sais pas comment je ferai. Et deuxièmement, je préfère avoir des assurances, même si elles sont un peu plus chères, mais alors là, elles seront beaucoup plus chères. Vous avez entendu M. Cyril Comte, qui était interviewé par RCI hier, et il a dit j'ai été désassuré après les sinistres. Je ne sais pas, plusieurs centaines de véhicules qu'on voulait, ils ne veulent plus m'assurer. Donc j'ai été chercher des assurances, mais ça me coûte 300 ou 400 000 euros plus cher. Mais ça coûte plus cher à qui? Aux clients. Parce que forcément, on va répercuter tout ça dans le prix final, vous allez voir. Il n'y a pas de problème. Et donc, les banquiers, c'est sûr, c'est plus cher. Dites-moi, que sommes-vous, monsieur Fonsa? 2 secondes, je suis obligée de... Désolée. Oui, le temps file et surtout de cumuler les questions pour essayer de faire le tour de la question. Que pensez-vous qu'il puisse être possible pour transformer ou repenser le système bancaire suite à la faillite du Crédit Martiniquais? Et ce que vous disiez par rapport à la proximité avec les clients, est-ce qu'il y a matière à faire ou tout est fait déjà? Alors, moi, j'ai vu 2 remarques. Le Crédit Martiniquais a été sacrifié sur l'autel des banques centrales qui voulaient s'installer en Martinique, le crédit artisanal, etc. Par contre, une économie ne peut pas fonctionner sans financement. Aujourd'hui, on sait bien que les collectivités, quelles qu'elles soient, n'ont plus les moyens de financer les infrastructures, etc. Et donc, il faut trouver en Martinique, si vous voulez, mettre en place, trouver en Martinique, je dirais, des plateformes de financement nouveaux. Il faut créer ça pour, relancer... pour que les jeunes entrepreneurs, les Martiniquais qui partent, puissent rester pour créer leur propre boîte et se développer, d'accord? Premièrement. Et deuxièmement, pour que, effectivement, les boîtes existantes puissent trouver aussi des sources de financement pour se moderniser, innovation. Parce qu'une économie qui est stable, c'est-à-dire elle périclite, et on aura des difficultés, si vous voulez, et l'immigration, le départ de nos enfants, c'est ça. Parce que, je regarde bien,
mes enfants, tous les gars, ils sont tous installés dans le monde. Ils sont tous installés dans le monde. Et parce qu'ils n'ont pas, ils trouvent en Martinique des structures financières pour leur permettre de s'installer, de se développer. Est-ce que, dans ce cas de figure, est-ce qu'un crédit martiniquais 2.0 est envisageable? C'est impossible aujourd'hui. C'est impossible. On ne donnera pas d'autorisation. Parce que ça faisait partie, faisait partie des points de campagne aux dernières élections de la CTM. On mettait en avant la possibilité de mettre en place une Par exemple, on peut imaginer qu'on va créer un fonds de garantie, par exemple. Parce que pourquoi les banques? Moi, je viens voir la banque, j'ai 100 000, 200 000, 500 000, 1 million. Mais je n'ai pas de structure, j'ai pas... Elle regarde le dossier, elle me dit, mais c'est quoi vos possibilités? Celui qui est, comme on dit chez nous, les gros mordants, il va voir la banque vient le voir. Oui. Et on lui dit, OK, il présente des surfaces suffisantes. Bon, mais le petit qui a une idée géniale et qui voudrait la monter, mais il faut 500 000. Avec la famille, il a trouvé 50 000. Mais il ne peut pas financer 450. Et on dit, si j'ai un fonds de garantie que j'ai créé, pas avec énormément, je dis aux banquiers, suivez les projets, moi je vous cautionne à 20, 30, 40%. Je vais peut-être pouvoir créer... On arrive à la fin. Diffuser le fait entrepreneurial, moi je tiens beaucoup à ça, c'est-à-dire mettre cet esprit entrepreneurial, un peu comme ici, Max, on part pas avec grand-chose, mais j'ai un esprit... Créativité. Et il va créer 2 emplois, 5 emplois, 10 emplois, et peut-être 30 demain. Voilà. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci à vous trois d'avoir éclairé nos lanternes et surtout ce point historique qui était essentiel. Nous savons aujourd'hui que les banques chez Azitata, vous le savez, ils empruntent facilement un parapluie quand il pleut, mais quand il pleut, ils le récupèrent très très rapidement également. Donc c'est à nous de surveiller la météo économique de notre île. Merci à vous trois d'avoir encore enrichi nos connaissances. À vous, bonne soirée, prenez soin de vous et prenez soin des autres et de ceux que vous aimez. À jeudi, à bientôt.